Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Pause Durable. Et la pause durable d'aujourd'hui, c'est avec Alexandra de Millwell Boutique sur les matières alternatives au cuir, que choisir. Mais avant ça, je vais juste vous présenter dans quoi s'insère Pause Durable. C'est issu du dispositif Acteurs du Paris Durable, qui est un dispositif créé par la ville de Paris il y a maintenant 10 ans, en fait nos 10 ans cette année. Et le but, c'était d'initier, favoriser, faciliter les initiatives et les actions des Parisiens parisiennes ou pour les Parisiens et Parisiennes, donc par exemple entreprises, associations, mais aussi collectifs d'invitants. Donc c'est vraiment à différentes échelles possibles. Et pour cela, on est surtout un réseau d'entraide entre les différents porteurs et porteuses de projets où on se rejoint en présentiel quand c'est possible pour présenter tout cela et faire un peu du réseautage. Donc pour cela, on a plusieurs outils à disposition. Dans le dispositif, on a d'abord un site avec les réseaux sociaux, donc acteurs au pluriel du parisdurable.fr, où vous pouvez voir les événements qui sont recensés dans la région, des fiches pratiques par exemple pour ouvrir une AMAP, ouvrir un troc, devenir éco-volontaire, des choses comme ça, et aussi connaître les autres profils. Donc, par exemple, quand vous créez votre profil, tout le monde peut créer un profil, vous pouvez proposer les événements en lien avec la transition écologique de Paris sur notre site internet et c'est du participatif. Et donc, vous pouvez voir, chaque mois, vous avez une thématique du mois, une interview d'un expert du mois et une vidéo d'un de nos acteurs par mois. Et si vous voulez retrouver l'agenda et la rediffusion des anciennes pauses durables, ce sera aussi sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, notre newsletter et du coup notre chaîne YouTube pour voir les rediffusions et les autres vidéos. C'est aussi un lieu qui est dans le 4e arrondissement de Paris, qui s'appelle la Maison des acteurs du Paris durable, qui comporte une grande salle de conférence au rez-de-chaussée qui peut accueillir une centaine de personnes en capacité maximale, et 3 petites salles en haut d'une vingtaine de personnes pour accueillir des formations et des ateliers. Et tout est ouvert au public et gratuit, bien évidemment. Et sinon, vous avez, hop, l'équipe d'animation qui s'occupe d'animer le réseau des acteurs du Paris durable, qui crée des formats mensuels ou périodiques pour pouvoir créer un réseau d'acteurs. Et donc, du coup, par exemple, le 7 juillet, je crois que c'est mercredi prochain à 19h à la Maison des acteurs du Paris durable, donc en présentiel, vous aurez le dernier réseautage et papotage pour réseauter et papoter et grignoter ensemble sur les différents projets que vous avez. Donc vous pouvez venir juste pour écouter ou vous pouvez venir pour pitcher votre projet. Et vous avez maintenant les pauses durables que je vais vous présenter de suite. Et comme je le disais, c'est la dernière édition. Donc, pause durable, c'est quoi? Très rapidement, c'est la mise en avant d'un des acteurs de notre réseau. Donc aujourd'hui, c'est Millwell Boutique. Sur 1 heure, un sujet. Donc en général, la présentation dure 30 minutes et après, questions-réponses, etc., ça durera le temps qu'il faudra. Et ça se termine bien évidemment par un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas si tout au long de la conférence, vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat et je les relèverai pour les poser à Alexandra à la fin. Vous avez du coup pause durable, c'est aussi plein d'autres pauses durables qui sont passées depuis cette dernière année. Donc au total, il y en a 16 plus celui-là, tous sur des sujets différents. Donc comment créer une jungle comestible, l'éco-construction, de l'énergie, du zéro déchet, de l'épargne, du budget participatif, de la biodiversité. On a vraiment étayé un peu tous les sujets. Donc, comme c'est des petits formats courts, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube ou en allant sur notre page d'accueil du site internet. Vous trouverez en bas, comme je vous le disais, l'agenda et les rediffusions. Et maintenant, je vais laisser place à Alexandra pour nous présenter les matières alternatives au cuir, que choisir.
Bon bah du coup, bonjour à tous et bonjour à toutes. Du coup, moi je suis Alexandra, je travaille chez Meanwhile Boutique, qui est une boutique de créateurs éco-responsables. Mais ça, donc je vous en parlerai un peu plus tard. Et en fait, du coup, j'écris des articles et j'ai notamment écrit des articles sur les matières alternatives au cuir, notamment parce qu'on a beaucoup de produits qui sont véganes. Et du coup, c'est un sujet assez intéressant. Et du coup, je voulais vous en parler ce soir et vous montrer un peu qu'est-ce qu'il est possible de choisir dans les matières alternatives au cuir et pourquoi. Et voilà, quelles sont les limites. Du coup, ce soir, on va parler du cuir, notamment qu'est-ce que c'est le cuir et quelles sont ses limites. Et ensuite, on va parler des nombreuses matières alternatives au cuir qui existent. Donc, c'est pas une liste exhaustive. J'ai essayé de prendre certaines matières qui sont assez connues, d'autres un petit peu moins. Donc, il y a le cactus, il y a l'ananas, il y a le liège, la pomme, le raisin, les champignons. Et ensuite, je vous expliquerai en fait quelles sont les limites de ces matières-là aussi, parce que bien entendu, rien n'est jamais parfait. Voilà, et à la fin, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que c'est Meanwhile Boutique et qu'est-ce qu'on y fait. Du coup, pour commencer, le cuir. Alors, le cuir, il faut savoir que c'est une matière qui est très très répandue de nos jours. Principalement, on trouve du cuir de vache, mais il y a aussi du cuir de chèvre, de cochon qui existe, mais en quantité moindre. Et il y a également du cuir de poisson qui peut exister, de kangourou et du crocodile. Mais c'est des cuirs où en fait, par exemple, le crocodile, c'est interdit de les chasser, enfin tout ce qui est reptile. Depuis plusieurs années, c'est réglementé, mais il faut savoir que ça existe toujours, mais que c'est pas ce qu'on va trouver quand on va acheter nos chaussures, quoi. Ensuite, 59% du cuir provient d'Asie, dont 34% qui vient de Chine. Donc ça, c'est un chiffre qui date de 2017. Donc ça a peut-être évolué depuis. J'ai essayé de prendre un chiffre assez récent. Et il faut savoir que la France est le troisième exportateur mondial de cuir brut et de peau. Donc il en exporte 6% au total. Et sur la filière du cuir, de manière générale, l'Italie et la France se positionnent en troisième et quatrième mondiaux. Donc tout ça pour vous montrer en fait que on est quand même assez bien placé en fait au niveau du cuir. En France, on a beaucoup d'élevage, donc c'est aussi pour ça que qu'on peut se permettre d'exporter des peaux. Mais malgré ça, on voit clairement que 6% en France, c'est rien comparé aux 34% qui viennent de Chine. Une petite définition du cuir. Donc le cuir, c'est une matière qui est rendue imputrescible et c'est une matière qui, en fait, vient de la peau animale qui a été traitée et qui a été obtenue suite à un tannage. Donc en fait, imputrescible, c'est le fait de rendre la peau résistante et surtout le fait qu'en fait elle ne puisse pas pourrir en fait pour pouvoir l'utiliser donc à des diverses fins. Donc je vous explique cette définition mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais c'est bien justement pour marquer le fait que c'est bien de la peau animale en fait que je vous montre cette définition. Donc en fait pour le cuir, brièvement, souvent on voit des gens qui confondent le cuir végétal et le cuir qu'on trouve traditionnellement qui est tanné au chrome. Et en fait, il faut savoir que le cuir végétal, quand vous voyez cuir végétal, c'est en fait du cuir à tannage végétal. Donc il ne s'agit pas de cuir qui n'est pas animal. Donc déjà sur l'expression, et souvent je remarque qu'il y a beaucoup de confusion. Et en fait, le principe du cuir, donc on trouve, il me semble que c'est dans 85% des cuirs, c'est du tannage au chrome. Donc c'est un tannage qui est très rapide. Certains tannages au chrome peuvent se faire en 48 heures, par exemple. Et c'est utilisé sur, voilà, c'est ça le chiffre, sur plus de 80% de la production mondiale, donc qui est tannée au chrome. Le problème avec le chrome, c'est que c'est particulièrement toxique. Bon, après, il n'y a pas que le chrome, il y a d'autres minéraux qui sont utilisés, mais le chrome, c'est vraiment quelque chose qui est dominant.
Et le tannage prend aussi énormément d'eau. Donc, selon les chiffres que j'ai pu trouver, on estime qu'il faut rien que pour nettoyer la peau et la conditionner, donc avant le tannage, c'est entre 300 et 500% de son poids en eau qui est utilisé. Donc, c'est énormément gourmand en eau. Et le tannage végétal, donc il y a une différence déjà énorme qui est qu'en fait, il n'y a pas de chrome qui est utilisé dedans, même si il y a aussi d'autres minéraux qui sont utilisés, comme le zirconium, par exemple. Je ne sais pas si je le dis bien. Dites-moi pour ceux qui le savent. Et il y a la différence aussi, c'est qu'on va utiliser des végétaux pour colorer la peau. Donc des végétaux, par exemple de l'écorce de bois ou des pigments naturels en fait qui proviennent de végétaux. Le bois en fait va apporter une couleur marron assez naturelle. Ça va être des tons assez justement boisés dans la gamme du tannage végétal. Et par contre, le tannage végétal, ça va être plus long que le tannage au chrome. Et du coup, les pots vont être plus chers à la fin, puisqu'il y aura eu plus de temps. Et il y a aussi un peu moins de couleurs, mais bon, ça rend pas la peau moins belle forcément, c'est juste qu'il n'y aura pas des tons assez farfelus, quoi. Du coup, les avantages et les limites du cuir, c'est en fait déjà le cuir, vous le savez sûrement, il y a beaucoup d'avantages. C'est souvent considéré comme étant une peau qui est très très résistante, qui est souple, qui dure très longtemps, qui absorbe, par exemple, c'est antitranspirant, enfin souvent on les conseille dans les chaussures pour ça. Et c'est aussi une matière qui est très facile à travailler. Du coup, elle est utilisée depuis des siècles et elle est plébiscitée aussi par de nombreux créateurs pour sa qualité. Et il y a aussi par contre beaucoup de limites à l'utilisation du cuir. C'est que déjà la traçabilité. Donc, on ne sait pas forcément d'où vient le cuir des produits qu'on achète. Donc, il y a des entreprises qui vont le dire, d'autres non. Mais la grande majorité, il y a vraiment peu de traçabilité. Et en fait, le problème, c'est que on a vu que la grande majorité du cuir vient d'Asie et souvent de pays pauvres où les conditions des travailleurs sont vraiment pas terribles du tout, où ils n'ont aucune protection euh, pour tanner le cuir avec des minéraux comme le chrome qui sont hyper toxiques et pour l'homme et pour l'environnement. Ils n'ont pas forcément les moyens non plus de traiter l'eau derrière. Donc du coup, ça se déverse dans la nature et c'est source de grosses pollutions. On entend beaucoup parler d'une ville en Inde qui est réputée comme étant l'une des villes les plus polluées et où il y a le plus de tanneries. Et après, par exemple, ça va se déverser dans le Gange et ça finit dans l'océan. Donc en fait, c'est assez catastrophique. Il y a aussi notamment pour des raisons des conditions des animaux. Il faut savoir que le cuir, c'est un sous-produit de l'élevage et que du coup, ça dépend aussi parfois de conditions d'élevage qui sont vraiment pas terribles non plus. Et en fait, le fait que ce soit pas traçable, tout ça, on le sait pas forcément en fait. Donc c'est vraiment ça qui est assez problématique. Et aussi, quand je vous disais que le cuir tannage végétal, c'était mieux en termes d'utilisation de minéraux, c'est vrai, mais d'un autre côté, les végétaux en fait qu'on va utiliser pour tanner les peaux, ça vient de l'abattage aussi des arbres, donc c'est lié d'une manière ou d'une autre à la déforestation. Du coup, il y a énormément quand même de limites à l'utilisation du cuir. Et aussi, je vous ai dit que c'était énormément gourmand en ressources. Et j'ai trouvé un chiffre qui est assez intéressant, c'est que pour faire une paire de chaussures, il faut environ 16 000 litres d'eau. Ce qui est assez énorme. Et du coup, ça explique aussi pourquoi maintenant il y a des organismes certificateurs comme le Laser Working Group qui essayent d'aller auditer les usines et de mettre des notes, des labels pour dire qu'en fait ces usines-là, elles utilisent des,
pardon, elles tannent de manière un petit peu plus écologique et elles font le nécessaire pour ne pas polluer, que les travailleurs sont protégés, etc. Du coup, pour le petit quiz, instant quiz, avant qu'on passe à l'autre partie, donc j'espère que vous n'avez pas vu, je croise les doigts. Combien de litres d'eau faut-il pour fabriquer une paire de chaussures? Donc, est-ce que vous vous souvenez le chiffre que j'ai dit? Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Est-ce que c'est A 20 000, B 16 000 ou C 18 000? Ouais, du coup, on nous dit, ouais, réponse B, 16 000. Donc, effectivement, c'était réponse B 16 000. Voilà. Du coup, pour continuer, là, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler vraiment des matières alternatives au cuir que j'ai mentionnées dans le sommaire. Donc, c'est quoi ces matières-là? Quelles sont leurs limites? Et du coup, vous avez sûrement compris qu'avec toutes les limites qu'il y a à l'utilisation du cuir, même si c'est une matière qui au final dure vraiment beaucoup dans le temps et qui est très qualitative, bah, il y a beaucoup d'innovations qui se créent pour essayer d'avoir moins d'impact écologique et utiliser d'autres matières en fait pour éviter en fait toutes ces conséquences-là. Et du coup, par exemple, comme première matière, je voulais vous présenter la matière qui s'appelle Desserto, qui a été créée en 2019 et qui est une matière qui est faite à partir d'un cactus qui s'appelle le nopal. Donc c'est un cactus très commun qui est surtout cultivé au Mexique. Et en fait, cette entreprise, elle a la particularité, en fait, donc déjà c'est la première à faire cette matière. Et donc ce sont deux frères mexicains qui ont un ranch au Mexique et qui cultivent de manière biologique les cactus. Il faut savoir que bah, le cactus, ça demande très peu d'eau et que eux, du coup, ne les arrosent pas. Donc, ils sont vraiment les cactus dans des conditions naturelles. Le ranch est dans le désert, le cactus pousse tout seul, il n'y a pas besoin d'arrosage, etc. Et en fait, ils ont longuement recherché un moyen d'en faire une nouvelle matière qui soit sans PVC, sans phtalate et qui soit au maximum biodégradable. Et donc, ils ont réussi et ils ont appelé cette matière le Desserto. Et en fait, il y a beaucoup d'autres avantages aussi à cultiver le cactus, notamment le fait que ben, pour 1 kilo de cactus séché, on a utilisé en tout 200 litres d'eau, alors que par exemple pour des plantes comme le maïs, quand on va essayer de faire une matière alternative au maïs, bah, ça va utiliser 1000 litres d'eau. Donc déjà, rien qu'au niveau de l'eau, ça fait d'énormes économies. Et il faut savoir aussi que les cactus, s'ils sont bien récoltés, normalement, ils repoussent. Donc en fait, il n'y a pas besoin de les replanter tout le temps, comme certaines plantes, bah, comme le maïs par exemple, ou d'autres. Et en fait, ils sont cultivés jusqu'à maturité. Ensuite, on découpe les plantes matures d'une certaine manière pour qu'elles puissent en fait encore durer pendant plusieurs années. Du coup, en exemple, bah, je voulais vous montrer quelques produits. Je vais vous en montrer plusieurs tout au long de la présentation pour que vous voyez un petit peu bah, à quoi ça ressemble ces matières-là. Donc, la première image, c'est bah, le rendu de cette matière-là, du Desserto. C'est un rendu qui, je trouve, est assez semblable au cuir et qui est utilisé, en fait, il la commercialise notamment pour les voitures, les avions, et maintenant ça commence à être utilisé pour notamment la maroquinerie dans le luxe. Et donc ce sac-là, c'est une marque qu'on a sur Meanwhile Boutique et qui s'appelle About Alternative et qui fait des sacs à base de Desserto. Du coup, voilà. Je me souviens plus si je l'ai dit, mais je le rajoute. La matière, elle est partiellement biodégradable. Donc, c'est assez intéressant en fait pour le cycle de vie de la matière. Donc voilà, mais ils sont, je pense, en train de chercher aussi comment la rendre totalement biodégradable. Du coup, voilà. Ensuite, deuxième matière très intéressante, le pignatex. Donc, le pignatex, c'est une matière qui est issue des feuilles de l'ananas, mais pas de l'ananas le fruit, l'ananas le plant d'ananas.
Donc en fait, comment ça se passe? L'ananas Anam est cultivé aux Philippines et en fait la créatrice de cette matière depuis les années 90, elle a fait beaucoup de recherches et de développement en fait pour arriver à transformer la fibre des feuilles d'ananas en nouvelle matière. Et donc ça a donné le Pignatex. Et en fait, il faut savoir que en temps normal, les feuilles des plants d'ananas sont brûlées. Donc en fait, c'est considéré comme des déchets. Et pourtant, la créatrice de cette matière-là a voulu les revaloriser pour créer de l'emploi aussi aux Philippines et favoriser l'économie locale en début de production du moins parce que une fois que la matière est faite, c'est envoyé en Italie et en Espagne pour faire les finitions, donc la teinture, la couche de résine et la couche de PU. Euh, donc voilà, c'est en fait la fabrication, c'est qu'ils vont extraire les celluloses dans les feuilles de l'ananas pour en créer une matière. Donc en fait, c'est un peu une fibre artificielle au final puisqu'elle a été transformée après. Donc en exemple, moi je voulais vous montrer deux produits qu'on a aussi sur Meanwhile Boutique. Euh, un sac de la marque Atelier Tana et des boucles d'oreilles de la marque Wonder Woman of the World. Et sur l'image en fond, vous pouvez voir en fait des petits carrés donc, de Pignatex. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous trouvez que ça ressemble à du cuir ou pas. Je serais curieuse de savoir. Est-ce que si vous les aviez sous les yeux, vous auriez pensé que c'était du cuir ces produits? En tout cas, on nous demande juste c'est quoi PU? Enfin, une couche PU, comme tu l'écrivais. C'est du polyuréthane. C'est une matière qui est dérivée du pétrole. Mais je vous en En- parlerai un petit peu plus en détail après. Ok. En tout cas, on nous dit que c'est bluffant. Ah, cool. Du coup, pour continuer, je voulais vous parler du liège, parce que le liège, on ne fait pas que des bouchons, c'est aussi, maintenant, c'est aussi plein d'autres trucs. Vous allez voir juste après quand je vais vous montrer les produits. Mais c'est une matière assez intéressante parce que les arbres peuvent vivre très 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 longtemps, donc jusqu'à 250 ans. Il y a un écorçage qui est fait tous les 9 à 15 ans. Et la production, enfin une belle partie de la production vient du Portugal, donc ça s'élève à 35%. Et il faut savoir qu'au Portugal, donc, il y a énormément de forêts de liège qui sont gérées durablement et où en fait le chêne-liège, ben, on n'a pas le droit de l'abattre. Justement parce que ça a une durée de vie ben, très importante et qu'en fait le fait d'enlever l'écorce, quand l'écorce va repousser après, l'arbre va absorber beaucoup plus de CO2. Donc en fait c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Et du coup la matière le liège, bah voilà, je vais vous montrer des exemples. Donc on a plusieurs marques sur Meanwhile Boutique qui font des produits à base de liège, la marque Vedeb, Arsaio, peut-être vous connaissez. J'ai vu qu'il y avait une boutique à Paris. Atelier Inua, Gorfou. Donc ça, c'est des marques avec qui on travaille sur Meanwhile Boutique. Et c'est des marques en fait qui utilisent le liège pour faire leurs produits. Donc il y a de la maroquinerie, mais j'ai aussi mis Gorfou. En fait, le produit, c'est un porte-gourde. Donc voilà. Ça peut être utilisé pour faire notamment des sacs, mais j'ai aussi vu des vestes, des chaussures aussi en liège, vous avez sûrement dû en voir. Mais voilà, et moi je trouve que le sac rouge ressemble quand même pas mal à du cuir. Euh, donc je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, mais n'hésitez pas à le dire. Euh, Petit quiz, de quoi est fait le pignatex? Réponse A, de l'ananas, le fruit. Réponse B, des feuilles de l'ananas. Réponse C, des feuilles du plant d'ananas. Ah, parce que oui, du coup, c'est différent. Feuille Ouais, d'ananas, le fruit, du coup. C'est ça, c'est le. Quand tu parles des feuilles d'ananas, du coup, c'est c'est les feuilles au-dessus qui sont du en haut du fruit. fruit. Ou Et celle après, de. les feuilles du plant, donc de la plante où pousse l'ananas. Donc là, on hésite entre B et C. Je t'avoue que j'avais pas fait la différence entre les feuilles d'ananas et les feuilles du plant. Alors, on nous dit soit c'est le toupet de l'ananas, soit la plante. Voilà, il y a un-
Il y a un petit débat. Eh ben, il Ok. s'agit de la réponse C, donc c'est les feuilles du plant d'ananas. Vous pouvez regarder sur Google Images. C'est vrai que j'ai pas mis d'image, mais c'est des grandes grandes feuilles en fait, qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'il y a sur le fruit et qui sont laissées à même le sol après récolte en fait. Du coup, je vais vous présenter encore deux matières alternatives au cuir. Donc là, enfin trois plutôt, parce que là j'en fais deux en un. Là, il s'agit du raisin et de la pomme. Donc, c'est deux matières qui ont été créées en 2017 pour le raisin et 2018 pour la pomme, qu'on appelle apple skin, donc peau de pomme en français. C'est deux entreprises italiennes, VGA et Frumat, qui ont créé ces matières-là. Et en fait, c'est des matières en fait, qui sont issues des déchets de raisin et de pommes et qui sont mélangés avec du polyuréthane pour faire en fait une nouvelle matière qui est composée à moitié de déchets de fruits et à moitié de polyuréthane. Donc, c'est des matières qui sont super innovantes et en fait, ils sont encore en train de rechercher pour qu'en fait, il y ait un maximum de fruits, de déchets de fruits dedans. Mais en fait, il faut trouver le juste milieu entre résistance et récupération des déchets. Du coup, pour le raisin, ils ont réussi à mettre jusqu'à 70% de déchets de raisin dans certaines matières. Donc c'est pour ça que, enfin, peut-être si vous avez déjà vu certains produits à base de ces fruits-là, des fois ils indiquent combien de pourcentage de déchets de fruits il y a dans la matière qu'ils ont. Et je sais que en général, c'est un pourcentage de 35% environ de déchets de fruits dans la matière. Du coup, pour quelques exemples, donc ça, c'est pas des marques qu'on a sur Meanwhile Boutique, mais c'est des marques qui sont assez connues pour leur usage de ces matières-là. Donc, il y a la marque Zeta qui, elle, utilise la matière à base de raisin. Donc, dans les baskets, c'est là où il y a 70% de raisin. Et ensuite, on a la marque Minuit sur Terre qui fait des chaussures, des sacs, etc. Avec, avec la matière issue des déchets de pommes. Voilà, donc là, il y a 30% environ de déchets de pommes dans la matière. Mais Minuit sur Terre, ils font aussi ils utilisent d'autres matières, donc des fois avec des mélanges de céréales, etc. Donc voilà. Et enfin, la dernière matière que je voulais vous présenter ce soir, c'est le muskin. Donc, c'est une matière qui est issue de champignons. Donc, c'est un champignon qui est parasite dans les forêts subtropicales. Donc, la photo, c'est pas le vrai champignon. Je n'ai pas trouvé ce champignon en particulier en image, ou du moins enfin, libre de droit. Et du coup, je vous ai mis un champignon qui pousse à peu près pareil en fait sur les arbres pour que vous fassiez une idée. C'est une matière assez intéressante et qui est très innovante et qu'on voit vraiment pas beaucoup, mis à part dans certaines collections de défilés ou de grandes marques de luxe. Et donc elle est très intéressante parce qu'il n'y a pas du tout d'utilisation de produits chimiques dans l'élaboration de cette matière. Elle est certifiée vegan, elle est antibactérienne, elle est entièrement biodégradable et c'est une matière souple et douce qui peut se rapprocher un petit peu du lin, on va dire, en termes de texture pour comparer. Euh, il faut savoir aussi que c'est intéressant pour la peau, notamment parce que comme il n'y a pas de produits chimiques, ça va être beaucoup plus sain pour la peau. Et au toucher, apparemment, c'est une matière très intéressante. Et je voulais vous montrer du coup quelques exemples. Donc, l'entreprise qui l'a développé s'appelle Grado Zero. C'est aussi une entreprise italienne, il me semble. Et donc, sur la droite, vous avez un rouleau de Muskin. Et en fait, sur l'image du milieu, vous avez les premiers produits qui sont fabriqués avec des champignons. Donc vous voyez que ça ressemble plus trop à un champignon qui est en train de pousser dans la forêt. Du coup, voilà, je voulais aussi
brièvement vous parler des autres types de cuir qui existent, à savoir, donc il existe du cuir qui est recyclé, fait par une entreprise qui s'appelle Recycle Leather, qui est une entreprise qui essaye en fait de récupérer des chutes de cuir et qui les malaxe et qui les broie et qui en refait en fait une autre matière derrière. Mais j'ai pas trouvé de produits qui sont à base de cette matière parce que c'est pas évident à trouver. En tout cas, si vous en avez déjà vu, bah, n'hésitez pas à les partager. Il y a aussi du cuir upcyclé, donc c'est les chutes de cuir qui vont être produites en fait avec la conception de certains produits qui vont être récupérés par certaines marques pour en faire des nouveaux produits. Genre par exemple des boucles d'oreilles, des petites boucles d'oreilles en cuir. Je sais que sur une boutique, on a certaines marques qui font ça, qui ne travaillent qu'avec des chutes de cuir par exemple. On a aussi du cuir de mangue qui a été fait par l'entreprise Fruit Leather qui est basée aux Pays-Bas, donc qui récupère des mangues invendues pour en refaire une matière. Du cuir d'eucalyptus, donc c'est un petit peu comme le Pignatex, c'est vraiment la fibre qui va être extraite puis retransformée en une autre matière et mélangée à d'autres pour créer un faux cuir. Et enfin du cuir de céréales, donc par exemple du maïs. Donc c'est un peu le même principe, ça va être broyé et ça va être mélangé à d'autres matières pour refaire une matière qui ressemble au cuir. Du coup voilà pour d'autres exemples. Ensuite l'instant quiz. Du coup, est-ce que vous avez retenu combien d'années vit en moyenne un chêne-liège? Donc réponse A, 400 ans, réponse B, 150 ans, réponse C, 250 ans. Alors, c'est vrai que tout le monde nous dit C. J'aurais tendance à dire pareil. Ouais, bah vous avez bien écouté. C'était exactement ça, c'est 250 ans. Alors, pour continuer, je voulais brièvement vous parler des limites de ces matières-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de controverses, notamment sur l'appellation cuir. En fait, il faut savoir que le cuir, et c'est pour ça que je vous ai montré la définition au début, ça doit vraiment rester, le mot doit vraiment rester dans ce terme-là, cette fabrication-là. Donc ça doit vraiment être de la peau d'animal qui a été rendue imputrescible par le tannage, par la transformation en gros. Euh, et donc cette appellation elle est réglementée depuis 2010 et donc normalement dire cuir de mangue, etc., c'est vraiment un abus de langage et en fait ça pose un peu problème parce que on fait imaginer aux gens en fait que ça va être des matières qui vont vraiment ressembler à 100% à du cuir alors que pas forcément, ou qui vont vraiment, et c'est surtout au point de vue des qualités, qui vont vraiment avoir les mêmes qualités, alors que pas forcément parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont en pleine innovation. Donc, je vous ai montré le champignon, etc. C'est pas du tout des matières qui courent les rues, c'est des matières qui sont très récentes et on est encore en train de travailler dessus pour les améliorer. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un abus de langage. Il y a aussi le fait que les matières végétales, souvent quand les gens, on leur dit, bah, par exemple, cuir végétal, on va penser que c'est une matière végétale, que c'est pas animal et que donc c'est vegan. Et souvent, bah, en fait, c'est pas forcément le cas parce que bah, parce qu'en fait, qui dit, en fait, ça n'est pas forcément lié dans le sens où il peut y avoir, par exemple, des cols, il peut y avoir des choses qui ont été testées sur les animaux et qui rentrent dans la fabrication du produit et qui font que du coup, ça va pas forcément être un produit vegan et que du coup, en fait, vaut mieux, dans ce cas-là, si on est vegan, acheter des produits qui sont bah, certifiés avec des labels, pardon, genre le label PETA Approved, par exemple. Et enfin, penser que toutes les alternatives au cuir sont issues de végétaux, bah, c'est faux aussi, parce qu'il y a énormément aussi de matières qui sont alternatives au cuir et qui sont pas végétales. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, il y a le Sky, le simili-cuir. En ce moment, on voit beaucoup de baskets qui sont réalisées à partir de plastique recyclé. Donc,
Voilà. Et il y a aussi l'Econapa et l'Eco-Suède, donc qui sont des matières à base de polyuréthane et qui vont être travaillées pour imiter certaines textures du cuir. Donc ces matières-là, en fait, elles sont issues du pétrole, en fait, de la pétrochimie, et pourtant, souvent, elles vont être certifiées. Enfin, on va dire que c'est des baskets, par exemple, je prends un exemple au hasard, mais des baskets véganes parce qu'elles sont en simili-cuir. Et en fait, c'est pas forcément le cas parce que ben, tout ce qui vient du pétrole, ça a été extrait et il y a eu des conditions qui font que des fois, l'environnement est pollué. Il peut y avoir eu de la déforestation, etc. Et en fait, ben, au niveau de l'éthique, tout ce qui vient du pétrole, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on pensait que toutes les matières synthétiques sont forcément véganes. Bah, voilà, c'est aussi un raccourci qu'il faut éviter de faire et assez faire attention. Bah, du coup, si on veut vraiment prendre des produits véganes, je le répète, des produits certifiés. Euh, et aussi, je voulais rajouter que on voit aussi ces matières-là apparaître, les alternatives au cuir, parce que bah, les alternatives comme celle-ci, c'est à base de pétrole et que le pétrole, c'est une énergie fossile et que en fait, ben, un jour, on n'en aura plus, donc il va bien falloir faire autrement. Et que en fait, toutes ces matières-là sont des innovations. Après, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu paradoxal parce qu'il y en a certaines où j'ai dit que c'était mélangé avec du polyuréthane, notamment le raisin, la pomme, par exemple, ou le pignatex. Et ça, c'est parce qu'en fait, on veut apporter plus de résistance à la matière et on veut vraiment apporter aussi, on veut vraiment apporter un effet cuir en fait aux produits, aux sacs, à la basket, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on va utiliser ces matières-là. Euh, voilà. Donc, que faire pour bien choisir et en fait, j'aurais limite envie de barrer le bien choisir, en fait, parce que vous l'avez sûrement remarqué, mais il n'y a pas vraiment de matière qui est parfaite pour l'instant. Donc, en fait, bah, comment faire pour essayer de faire de prendre la décision, pardon, qui soit la plus positive pour l'environnement ou pour les êtres vivants. Ben, déjà, vous pouvez faire selon vos valeurs. Donc, si vous êtes vegan, bah, privilégiez des produits qui sont certifiés vegan ou des marques qui vont être très transparentes sur la fabrication de leurs produits et qui peuvent vous prouver et vous assurer que leurs produits sont vegan, même s'ils n'ont pas de certification. Ensuite, vous pouvez faire selon la matière, quelle matière vous intéresse le plus. Est-ce que vous préférez, par exemple, favoriser le recyclage et prendre des chaussures qui sont faites à partir de déchets plastiques recyclés? Est-ce que vous voulez soutenir des entreprises qui innovent et prendre des produits en cactus, pignatex, etc. Ou est-ce que vous voulez toujours acheter du cuir parce que vous trouvez que niveau durable dans le temps, euh, ben, pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux? Et ben, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être vous tourner vers des usines qui sont certifiées comme euh, par l'organisme que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont certifiées comme étant éthiques et comme essayant de produire durablement. Vous pouvez favoriser le cuir qui vient d'Europe. Ça vous assurera déjà qu'il a été produit dans des conditions qui sont beaucoup plus contrôlées que dans des pays très lointains qui sont assez pauvres. Donc voilà, il y a plein de manières en fait de réfléchir pour choisir des produits différents ou pour mieux consommer, sachant que, bah, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais rien qui est parfait et il y a forcément des choses qui sont à retravailler derrière, mais c'est une question un petit peu de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais favoriser et qu'est-ce qui correspond à mes valeurs. Donc voilà, le dernier petit quiz. La question, donc, pourquoi le cuir ne peut pas être vegan? Donc, à cause des produits chimiques. B, parce que reproduire du cuir est impossible. C, car l'appellation est réglementée. Alors, A, B ou C ou et C. Moi j'aurais tendance à dire les trois, mais parce que je suis pas d'accord avec qu'une seule réponse.
Donc, on nous dit surtout le C, car l'appellation est réglementée. D'accord. Eh ben, vous avez raison. Principalement, c'est ça. Après, j'ai fait exprès de prendre des petites, des petites réponses qui pouvaient aussi. En vrai, même les autres réponses, ça pourrait être des arguments au Mm. final, parce que même si l'appellation est réglementée, c'est vrai que reproduire du cuir à l'identique, pardon, c'est toujours pas le cas. Et parce qu'aussi, il y a des produits chimiques qui sont nocifs pour les êtres vivants, donc ça aussi, ça peut pas être vegan, mais du coup, voilà. Du coup, bah, voici mes sources et puis bah, j'ai fini la présentation, mais avant de finir, je voulais vous présenter ma Meanwhile Boutique. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Alexandra et je travaille avec Manon, qui est la fondatrice du coup de Meanwhile Boutique. Et Meanwhile Boutique, c'est une plateforme en ligne qui vise à promouvoir les créateurs éco-responsables. Donc, je vous ai fait une petite capture d'écran. On travaille avec plus de 70 marques qui sont engagées et qui essayent vraiment de travailler avec des belles valeurs écologiques, des valeurs sociales. Et en fait, c'est des marques qui sont à la fois dans le bien-être, la beauté, la décoration, les accessoires, le prêt-à-porter. Donc, on essaye vraiment de faire une plateforme où vous pourriez en fait consommer tout ce qu'il vous faut au quotidien de manière éco-responsable. Et l'idée, c'est aussi de mettre en avant des petites marques, comme je vous disais tout à l'heure, qui se lancent, qui sont très transparentes, qui n'ont pas encore forcément tous les labels, mais qui veulent vraiment montrer qu'ils font les choses bien. Du coup, c'est un petit peu aussi notre objectif. Voilà, et moi, je suis chargée des contenus sur Minimal Boutique. Donc, en fait, j'écris des articles pour essayer de sensibiliser les gens à une meilleure consommation. Et c'est comme ça que j'ai appris bah, toutes ces choses-là sur le cuir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez rebondir, si vous avez des choses à rajouter. En tout cas, je suis preneuse de tous vos échanges, de toutes vos suggestions. Merci. Merci beaucoup à toi, Alexandra. C'était super intéressant. Enfin, c'est vrai que la notion de vegan et qui va pas forcément avec écologique, etc., quand on n'y réfléchit pas vraiment longtemps, c'est pas évident. Enfin, pour nous, ça coule de source avec des arguments un peu marketing, etc. Et on peut très facilement y perdre pied. Ouais, c'est Et sûr. donc faire des liaisons directes, alors qu'en soi, c'est pas forcément sûr que les deux sont corrélés. Ouais, Donc c'était vraiment super cool, vraiment merci. bluffé par le Muskin là qui ressemble enfin super à du daim. Donc Ouais, je trouve ça, enfin, ça serait cool qu'on puisse faire ça avec même beaucoup moins d'eau, comme tu disais, parce que une paire de chaussures avec 1600 ou 1600 litres ou 16 000 litres? 16 000 litres, Ah ouais. ouais, ouais, d'accord, ok. Versus 200 pour 1 kilo de cactus, enfin c'est vraiment Ouais, ça n'a fou. rien à voir. Surtout quand on s'intéresse à la mode durable, déjà pour un t-shirt ou un jean, les consommations d'eau, enfin, Ouais, c'est ahurissant. Donc ça permettrait d'avoir un peu plus d'eau pour le reste du monde. c'est Donc, sûr. on nous dit merci, c'était éclairant en gardant le plaisir de la mode. Très C'est bien. vrai, Merci. c'est vrai. Donc, on a quelques questions. Ouais. Donc, déjà, la première question, c'était euh, que penses-tu des baskets véganes de la marque Veja? Je sais pas si tu t'es attardé un peu dessus. Veja, oui, je connais de nom. Après, je les ai pas testés personnellement, donc malheureusement, je vais pas trop pouvoir vous donner d'avis. Mais j'ai entendu, enfin, je sais que ça a beaucoup buzzé ces baskets-là il y a pas très longtemps. Et, et j'ai entendu, enfin, vraiment, je pourrais pas vraiment vous dire. J'ai l'impression que c'est vraiment une marque très clean, par contre, dans ses engagements. Donc après, voilà, si vous vouliez un avis de savoir en fait si je les ai testés ou pas, bah, je pourrais pas vous dire malheureusement. Mais visiblement, ça a l'air vraiment d'être une marque très engagée et très transparente sur ce qu'ils font. Donc après, je vous encourage aussi à aller vous bah, regarder en fait ce qui se dit et puis surtout ce que la marque dit si
Mm. Elle parle vraiment de la production, de où sont sourcées les matières, etc. Voilà, pour vous faire un avis, souvent ça peut aider. Puis de regarder l'avis des personnes qui ont déjà acheté ces baskets. Voilà. Donc, Oui, pour avoir un avis déjà sur la durabilité, parce qu'avoir un bon ouais. matériel, c'est cool, mais si c'est pour faire un trou au bout de 3 jours. Bah, en tout cas, je vois que sur le site, il y a un onglet, sur le site de Veja, il y a un onglet projet et que si on descend un peu, ça parle du coup de l'alternative au cuir où ils upcycling, enfin, avec l'upcycling du maïs. Donc, je Mm. pense qu'avec tout ce que tu nous as dit sur la conférence aussi, ça permet aussi de se faire chacun son propre avis avec les différentes informations que tu nous as données sur la conférence. Donc, c'était vraiment super intéressant. Ouais, merci. Bah, c'était le but aussi, essayer de pousser les gens à s'interroger avec déjà une base d'informations pour un peu mieux choisir et éviter de tomber parce que c'est vrai qu'il y a des marques aussi qui, bah, ça existe les marques qui font du greenwashing et Mm, qui racontent n'importe quoi. Donc c'est en fait c'est facile de dire qu'on est engagé, mais en fait il faut apprendre aussi à regarder un peu au-delà et donc vraiment soit comme je le disais des certifications ou soit vraiment avoir des marques qui sont vraiment très transparentes et qui vont décrire de A à Z le sourcing de leur matière, comment ils construisent les choses. Parce que ça c'est vrai que bah, souvent les marques aussi qui font un peu de... Ce qui peut être assimilé à du greenwashing, on peut dire, c'est par exemple une marque qui ne faisait rien en fait pour l'environnement et qui d'un coup va dire ah ben on veut se mettre au vert, du coup pour un t-shirt acheté on plante un arbre. mm. Donc enfin ça n'a aucun sens. C'est bien de planter un arbre, mais si le t-shirt il est produit dans les mêmes conditions, si par exemple les baskets sont produites dans une ville en Inde, dans des conditions déplorables, etc., bah, ça changera rien en fait. Donc c'est aussi pour éviter de tomber dans ces pièges-là que c'est bien en fait de se poser les bonnes questions et d'avoir aussi bah, des informations de base quand même pour se repérer parce que c'est vrai que c'est assez dense quoi. C'est vrai qu'on a tendance à, pour quand il y a des actions comme ça, à se dire bah, que c'est mieux que si j'avais acheté sans cette action-là, etc. Ouais, Mais au final, ça peut faire plus de mal que de bien. De toute façon, pour la vie des boutiques ou des choses comme ça, c'est comme tout. C'est sûr que c'est plus facile de poser enfin, de donner sa confiance à une marque pour dire c'est bon, je leur fais confiance, etc. Mais n'hésitez pas ouais, à se renseigner sur les différents matériaux, peut-être voir leur cahier des charges, voir le cahier des charges des labels pour voir si c'est en cohérence avec ce ouais. que vous faites. Et parfois même, il y a des labels qui sont entre guillemets très connus, mais qui sont pas forcément en accord avec vos positions, etc. Donc c'est sûr que ça prend plus de temps de voir pour chaque produit qu'on achète. Ouais. Mais même Minwell Boutique, ils font un travail de sourcing, etc. Derrière les objets, ils ont leurs propres critères et peut-être que c'est super bien, mais peut-être que si vous êtes vraiment, genre, on va dire écologique et tout faire soi-même, peut-être que c'est pas assez ou peut-être que c'est bon. Enfin, Ouais. faut voir en fonction de tout le monde. Ensuite, tup, tup, tup. Sur l'étiquette du produit, quels sont les composants indiqués, par exemple pour le liège ou le Pignatex? Par exemple, est-ce qu'il y a écrit ananas ou est-ce qu'il y a écrit Alors ça colle? va dépendre ouais, de la matière. Par exemple, le Pignatex, c'est déposé comme D'accord. nom. Donc en fait, il peut y avoir que écrit Pignatex. Le Pignatex, ça peut être que du Pignatex. Comme aussi, il y a aussi des matières synthétiques comme le Sky. C'est une appellation déposée. Donc bah, en fait, si vous voyez un produit sur une étiquette où il y a écrit euh, bah, je sais pas moi, par exemple, cuir d'ananas, bah, vous pouvez douter sur le fait que ce soit du Pignatex, par exemple. D'accord. Et puis du coup, ça ne dit pas tous les produits, on va dire, issus de la pétrochimie qui a été Oui, dans le produit. Ça exactement. permet de, entre guillemets, si par exemple vous essayez d'enlever le PU, s'il y en a dans le matériel, enfin le matériau en question, du coup, vous le verrez pas sur l'étiquette, quoi. Non, c'est sûr. Donc en fait, ouais, avec les appellations déposées comme ça, c'est vrai que il vaut mieux connaître un petit peu bah, qu'est-ce qui se cache derrière.
Par exemple, le Pinatex, on dit, ah oui, c'est une alternative au cuir qui est à base d'ananas, mais il n'y a pas que de l'ananas dedans. Mm, Pareil pour l'Apple Skin ou le cuir, l'alter cuir à base de raisin. C'est pas que 100% des déchets. Donc, si vous, dans vos valeurs, euh, vous n'avez pas envie de consommer ce qui vient du plastique, de la pétrochimie, ben, c'est vrai que c'est des matières où, en fait, il y en a dedans au final, même si on peut penser que c'est toujours mieux que rien parce que, comme je le dis encore une fois, c'est vraiment une question aussi d'innovation et que c'est encore en cours de développement. Donc on commercialise des produits et en fait, je pense qu'il y a vraiment aussi un besoin que les gens testent en fait ce genre de produit pour voir ce que ça donne et pour pousser les marques à s'améliorer derrière parce que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent par exemple avec du Pinatex ou avec du cuir de pomme, etc. Mais leur idée aussi, c'est de contribuer à cette innovation-là en fait et de faire avancer les choses. Voilà, d'accord. donc après, ça dépend vraiment de la matière. En fait, regardez si le nom est déposé. Si le nom est déposé, comme par exemple pour le Pinatex, le Sky, etc., là, vous pouvez aller regarder qu'est-ce que c'est derrière. Si le nom n'est pas déposé, en fait, ça sera indiqué sur l'étiquette et, euh, et la composition, normalement, est indiquée sur l'étiquette aussi. Après, ça dépend du produit que vous achetez aussi, quoi. D'accord. Est-ce que les produits, enfin les matières alternatives au cuir qui sont du coup issues de la pétrochimie sont considérées comme véganes ou pas? En fait, il y en a certaines qui sont véganes, qui ont des labels véganes, D'accord. parce que il y a des, des marques en fait qui travaillent par exemple avec des matières où en fait par exemple la colle ne va pas être issue. Je sais qu'il y a des colles des fois qui sont à base de poisson par exemple. D'accord. Donc du coup, ils vont pas utiliser ce genre de produit-là. Et du coup, ils vont pouvoir avoir la certification vegan. Donc oui, c'est carrément possible. D'accord. Donc Ouais. vegan ne veut pas forcément dire tout de suite plus écologique, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Faut... C'est ce que je disais, c'est que du coup, on a tendance à croire que ce qui est vegan va être végétal, alors que pas forcément. Et on va avoir tendance à croire que tout ce qui est, des fois, qui se pose comme une alternative va être forcément hyper écolo, alors qu'il y a aussi toujours des limites, en fait. D'accord. Et pour rappeler, c'est que tu avais parlé du fait que le terme cuir végétal, du coup, c'est juste le tannage qui est végétal, et même si ça peut Ouais. induire à confusion, enfin, Ouais, c'est ça. C'est que le cuir végétal, c'est vraiment un cuir où il n'y aura pas eu de chrome dans le processus de tannage et où en fait la coloration, les pigments vont être issus de pigments naturels issus du bois, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi des produits chimiques dedans. Ça ne veut pas non plus et dire que que... c'est à base de peau d'animaux, quoi. Voilà, aussi. Donc, voilà, faire attention sur les termes aussi. Ouais, c'est un peu tricky. Ouais. Enfin, du coup, est-ce qu'un produit peut être vegan sans certification? Oui, un produit peut être vegan sans avoir de certification. Donc après, comme je vous le disais pardon, tout à l'heure, il y a des marques qui n'ont pas encore la possibilité de se faire certifier parce qu'il y a certains labels qui vont être payants. Enfin, un audit, c'est payant. Donc il y a des petites marques qui vont essayer de travailler. euh, dans le sens, enfin dans le but d'être vegan, mais qui vont pas avoir forcément de certification, mais qui vont le dire et qui vont être très transparentes sur tout le sourcing de leurs produits, qui vont vraiment euh, essayer de faire au mieux. Après, souvent, c'est des marques qui, quand elles grandissent, après, se certifient aussi par la suite. Mais c'est vrai que par exemple, nous sur Meanwhile Boutique, il y a plein de petits créateurs qui en fait font des produits véganes mais qui n'ont pas de certification. Et en fait, quand on parle avec eux, quand on apprend à connaître comment ils fabriquent leurs produits, etc., on se rend compte qu'ils sont hyper rigoureux, mais qu'en fait, ils vont pas forcément avoir de certification. Et du coup, au final, ça en fait des produits véganes. Mais encore une fois, il faut faire attention. Donc moi, je vous conseillerais de d'abord regarder les labels et d'après, si vous avez vraiment une marque très transparente qui décrit comment elle fabrique les produits à 100% et tout, là, on peut penser que c'est fiable. Euh,
Mais voilà, tout est une question un petit peu de recherche et de curiosité aussi. Ok, un peu comme les petits producteurs de fruits et légumes qui sont pas estampillés bio, mais que Ouais, ouais, c'est c'est un peu parce la que même chose. le label a un coût quoi, mine de rien. Mm. On nous demande est-ce que tu as observé qu'il y avait de plus en plus de marques qui s'engageaient vers les matériaux alternatifs au cuir. Oui, alors bah, effectivement, moi j'ai l'impression que surtout au niveau des sacs et des baskets, en ce moment il y a de plus en plus de marques qui utilisent des matières alternatives. Euh, Bah, les marques en fait que je vous ai montrées, Minu sur Terre, Zeta, Veja, etc. C'est des nouvelles marques et il y en a de plus en plus derrière qui arrivent avec ces matières parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience de, de beaucoup de gens. Et en fait, il y en a beaucoup aussi qui essayent de créer leur propre marque alternative. Et c'est vrai que ces derniers temps, même si vous êtes un petit peu habitué des campagnes Ulule, etc., vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de projets, donc pas forcément sur les matières alternatives au cuir, mais de manière générale, une mouvance vers plus d'éco-conception, une mouvance vers les alternatives végétales, etc. Donc oui, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça bouge dans le positif de ce côté-là, quoi. Puis je pense qu'on est, en tant que consommateur, on est de plus en plus conscient des impacts écologiques et environnementaux sur chacun de nos achats. Et donc, Ouais. ça peut être un argument vendeur pour une marque si ça permet, on va dire, de soulager la conscience de ceux qui l'achètent. Est-ce que, en termes de prix, genre par exemple deux petits artisans qui font un sac à main, Ouais. le sac à main en cuir va être plus ou moins cher ou pareil ou... Alors, c'est vrai que les produits à base d'alternatives au cuir, ça va être un peu plus cher parce que c'est des matières qui sont très nouvelles et que, en fait, on va dire que, disons que de bien faire les choses, entre guillemets, ça augmente le coût souvent. Après, je sais aussi qu'il y a plein de marques de luxe qui sont très chères aussi et il y a des sacs vegan de luxe en matière alternative au cuir qui sont dans les mêmes prix au final. Donc je pense que c'est variable aussi selon la marque, selon la manière dont ils produisent, par exemple, selon là où ils prennent le cuir et la manière dont ils conçoivent leurs produits. Euh, mais c'est vrai que du coup, dans le choix des produits alternatifs au cuir, on peut reprocher aussi au fait que ces matières-là sont assez innovantes, assez chères. Du coup, on ne sait pas trop. Au final, on est un peu obligé de tester. Et Hmm. c'est un petit peu une question de se lancer en fait et de se dire, bon, ok, je vais me faire mon propre avis, je vais investir dans cette marque-là et tester les baskets ou le sac. Je prends l'exemple des baskets parce qu'il y a beaucoup de baskets, mais il y a aussi d'autres produits, bien sûr. Euh, du coup, voilà, donc après, il faudrait faire un comparatif. Peut-être que les personnes qui travaillent dans le monde du cuir ou qui sont en développement de produits sauront peut-être mieux dire que moi le coût vraiment que ça a, si c'est véritablement plus cher ou pas. Après, moi, en tant que consommatrice, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher, mais je me dis que ça peut se comprendre aussi vu tous les engagements qu'il y a derrière, en fait. Hmm. Donc c'est le Quand début. Ouais, c'est ça que c'est le début et le fait qu'il y ait aussi beaucoup de marques qui essayent de produire en France ou en Europe et où du coup, bah forcément, ben, forcément, ça augmente les coûts quoi Hmm. de production et après d'achat à la fin quoi. Et surtout les coûts de recherche et développement pour être, on va dire, plus Oui, durable et plus c'est ça. mieux éco-conçu. Et puis de toute façon, je pense que c'est aussi une balance entre est-ce qu'on veut que ça soit vraiment durable, mais en contrepartie, c'est issu avec de la souffrance animale, Ouais. qui dépense énormément d'eau potable, mais vraiment un ratio de 10 000, quoi, ou 100.
Ouais. Ou quelque chose d'un chouïa moins durable, mais avec des impacts, on va dire, plus. Ça dépend en fait, c'est comme tu disais, hein, il n'y a pas de bien choisir, ça dépend vraiment de ce qu'on veut personnellement dans nos achats, quoi. Ouais. Après, dans une démarche durable aussi, il y a une idée un petit peu de d'acheter un peu moins, mais d'acheter mieux. Mm, Du coup, il y a aussi l'idée de se dire, ok, je vais pas m'acheter 10 baskets pourries à 20 euros la basket que je vais devoir mm, changer l'année prochaine, mais je vais m'acheter, je sais pas moi, deux ou trois baskets qui au final vont peut-être coûter autant que toutes les baskets que j'ai achetées euh, que quand je voulais en consommer beaucoup, mais de pas très bonne mhm. qualité, et qui vont peut-être durer plus longtemps, quoi. Donc c'est aussi une question de calculer en fait par rapport à son budget et de voir quel investissement on est prêt à faire en fait. C'est ça. Euh, alors pour toi, quelle matière mime le mieux le cuir? Est-ce que- Ouais, alors moi je dirais celle que je trouve qui est la plus ressemblante, c'est le cuir de cactus. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble pas mal à du cuir, enfin même de visuellement. Après, cuir de cactus, puis aussi le pignatex, je trouve que ça ressemble aussi pas mal au cuir. Mais le cuir de cactus qui est bluffant, c'est qu'en fait, c'est l'une des seules matières que je vous ai présentées où en fait, on n'ajoute rien. Il n'y a pas d'ajout de produits chimiques ou de polyuréthane derrière, et pourtant ça a vraiment l'apparence, l'apparence du cuir à la fin. Donc moi je dirais oui, c'est sûrement celle qui mime le mieux le cuir. D'accord. Alors, on va faire une dernière question, mais avant ça, je vais donner quelques remarques des spectateurs. Ça fait bizarre, j'avais failli dire des téléspectateurs. Ouais, Donc, on nous dit merci beaucoup à toute l'équipe, j'ai beaucoup appris et je vais être plus vigilante maintenant. trop bien. Super cool. Et en parlant des baskets sneakers, on nous dit que ça peut se comprendre, mais que c'est pas pour toutes les bourses, Ouais, évidemment. J'en achète, effectivement. mais les prix sont entre 110 et 130 et tout le monde n'a pas cette prise de conscience. Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai, complètement vrai. Après, c'est un peu comme dans l'alimentation ou dans les objets, on augmente en qualité et en durable et du coup, après c'est un investissement, soit c'est 20 euros tous les mois, tous les 2 mois ou Ouais, ce laps de temps-là, pareil, mais avec tout sorti d'un coup. Après, il faut vraiment avoir confiance au produit de 130 euros. Est-ce que si on met 130 euros dedans, est-ce que ça va tenir autant que 20 paires de 20 euros? c'est Euh, ça. Après, il y a des paires de 130 euros aussi qui sont issues de la pétrochimie. Et voilà. Donc, c'est aussi entre deux produits de la même valeur. Est-ce qu'on Ouais, préfère, du coup, voilà. C'est plein de balances comme ça. C'est un truc à se avoir la tête qui explose. ouais, c'est sûr. Il faut toujours, ouais, faire une recherche dans tous les produits qu'on achète, quoi, si on avait vraiment envie de. Bah, en fait, oui, ça, si on a envie de changer, c'est difficile au début parce Hmm, que, en fait, on doit déconstruire totalement tout ce qu'on nous a appris, toute la ouais. manière qu'on a de consommer. Enfin, moi, je sais que, par exemple, les chaussures en cuir, on m'a toujours dit que c'était un peu le saint graal de la chaussure. Et bah, là, quand j'ai appris tout ce que cachait le cuir, bah, je me dis, ah, ok, bon, bah, je vais peut-être me tourner vers du tannage végétal ou alors vers d'autres matières alternatives parce que c'est mieux. Mais c'est vrai que au début, ça prend du temps. Mais une fois qu'on a acquis les bonnes habitudes, entre guillemets, les bons réflexes, ben, en fait, ça devient de suite plus simple. Et de toute façon, dès qu'on commence à changer un petit peu dans ce sens-là, on va acheter moins. Donc en fait, on va moins se prendre la tête au final parce que on aura moins d'objets. Hmm. Et une fois qu'on aura l'habitude, qu'on aura acquis les bons mécanismes, entre guillemets, bah, ça devient plus simple, quoi, au final. C'est ça, c'est le changement d'habitude qui prend du temps, Ouais. prospecter, apprendre de nouvelles connaissances. Et ça pousse aussi à moins consommer, du coup. Et donc, du coup, dernière question. Après, on finira sur cette question-là. Est-ce que tu sais ce qui fait qu'une matière végétale est une bonne candidate pour être une alternative au cuir? Alors,
je pense que j'aurais pas la même réponse, enfin la réponse, mais à mon avis, de tout ce que j'ai vu, je pense que c'est quand même le, comment dire, la culture de la matière. Enfin, par exemple, si c'est une matière végétale, je pense que ce qui va en faire une bonne candidate, ça va être la manière dont on va la cultiver. Est-ce que ça va être peu gourmand en eau? Est-ce que ça va être facile à récolter? Est-ce que ça va demander d'endommager l'environnement qu'il y a autour? Et après, je pense que c'est aussi le ratio entre comment on la cultive et aussi quelles propriétés elle peut avoir une fois qu'elle est transformée. Donc, est-ce qu'elle peut être résistante? Est-ce qu'elle peut euh, être souple? Est-ce qu'on peut en faire un produit qui soit utilisable longtemps, etc. Donc, je pense que c'est un peu une balance. Et je pense que c'est ça aussi qui est très compliqué à atteindre avec ces matières-là, c'est que une matière végétale, en fait, de base, c'est pas fait pour être de la peau, quoi. Donc, il faut arriver à trouver en fait des process de transformation qui soient efficaces. Et du coup, pour ça, il faut trouver la bonne matière. Et en termes d'éco-conception, ben, je pense que c'est trouver des process qui soient pas trop énergivores, qui soient pas trop gourmands en ressources, et trouver une matière qui soit la plus écologique possible, en fait, à mon avis. Je pense que, et Ok. c'est pour ça que ça prend longtemps à développer, en fait, tout ce genre de produits-là, et qu'au final, bah, ça impacte le prix à la fin, quoi. Ok. Pour rebondir à la question d'avant aussi, pour les achats qui coûtent un peu cher, dans la transition, quand on a, à partir du moment où on a émis le souhait d'être dans une transition, on va dire, plus durable, la pression que peut avoir aussi, c'est changer toute notre garde-robe, tout notre mode de vie Ouais. d'un coup ou même dans l'année qui suit, alors que le mieux, c'est pas de se mettre de pression, de voir quel est Ouais. le prochain achat le plus important qu'on aimerait bien, suivant notre portefeuille, etc. Et puis bah, avoir le temps de prospecter. Et par exemple, ça peut être d'abord dans l'alimentation, puis ensuite dans la mode, mais d'abord par les chaussures ou par les sacs, par les t-shirts, etc. avant d'étoffer et petit à petit changer la garde-robe entière, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment une question de d'être indulgent avec soi-même et puis Mm. de pas, ouais, comme tu dis, vraiment de pas être dans le rush en mode oh mon Dieu, vite, vite, vite. Enfin, c'est pas parce que c'est l'urgence climatique qu'en 3 secondes on Ouais, doit, faut tout. voilà, on doit devenir méga écolo de ouf avec zéro erreur possible. Enfin, Ouais. non, non, ça, c'est des process qui prennent du temps et c'est du temps qu'il faut s'accorder à soi et qu'il faut bah, forcément calculer parce que on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas Mm. tous le même temps à mettre dedans. Donc prioriser en fait avec les choses qui sont le plus importantes et en fait surtout se dire que il y a plein de portes d'entrée. Ça peut être autant la mode que le zéro déchet, que l'alimentation, que la cosmétique et du coup bah, faire selon nos intérêts. Je pense que ça aide beaucoup parce que des fois en fait bah enfin, moi, personnellement, je trouve ça super intéressant, en fait, sur les sujets qui m'intéressent, d'en apprendre plus et de Mm. faire mieux. Donc voilà, il faut voir ça un peu comme un jeu. Puis c'est vrai que l'installation d'une habitude, ça prend du temps. Donc si on décide de tout changer, ça va créer de la frustration et au final, on va Ouais. lâcher et revenir vers l'équilibre qu'on avait avant, qui n'était pas forcément, on va dire, propre et clean, quoi. Ouais, c'est vrai. Vaut mieux faire euh, y aller en fait step by step plutôt que de Mm. vouloir aller trop vite et des fois revenir et d'être dégoûté et de faire pire que ce qu'on faisait Ouais. avant, quoi, en Et au fait. final, pas vouloir réessayer parce Ouais, c'est que on ça. se dit, ça coûte trop cher et puis ça va bouger trop mes habitudes, quoi. Donc on nous dit merci beaucoup, une belle découverte au cours de cette cuir présentation. Merci à tous, merci Alexandra. Merci. Bah, merci à Même vous. ce temps de questions-réponses était fort agréable. Je vous dis à très bientôt pour d'autres projets, pas pour la pause durable, mais à très bientôt. Bye bye. Merci.